Alors évidemment, Caux, petit village perdu au fin fond de nulle part, a été particulièrement connu par les activités de Claude, puisqu'il possédait un premier chalet qui s'appelle le Picotin, qui existe toujours bien sûr. Et là, il recevait tous les plus grands artistes de la planète pour faire son fameux festival de jazz à Montreux. Donc j'ai pu vivre une vie assez formidable avec lui, complètement différente que j'aurais pu la vivre sous une autre forme. Alors évidemment, dans ce petit village, il a quand même réussi à déplacer les plus grands artistes, les plus grands musiciens du monde. Et c'est là où je me suis aperçu que finalement, même si on est éloigné de tout, on peut quand même réussir à accueillir par année peut-être 2 ou 3 000 invités de marque. Donc j'ai vécu quelque chose d'assez particulier auprès de Claude, notamment avec les musiciens noirs américains qui venaient nous rendre visite tout au long de l'année. Alors, je ne peux pas dire que je sois un Montreusien non seulement pure souche, mais aussi un Montreusien qui vit sa ville normalement. Il faut reconnaître que à l'époque il n'y avait pas de Facebook, mais en fait je le vivais en direct déjà, avec toutes les amitiés que Claude pouvait créer autour du monde. En plus de ça, l'accueil à Montreux est une notion déterminante, je pense, pour la ville. Les gens font la différence avec une ville qui accueille bien ses visiteurs. Mais aussi, l'autre notion de Claude, c'était d'aller les chercher, d'aller les prospecter. De parcourir le monde entier de façon à promouvoir sa ville, en premier, promouvoir ce fameux panorama qui existe nulle part ailleurs, mais aussi pour vendre l'idée qu'il y a un festival de jazz qui est en fait une mecque musicale pendant près de 2 semaines, qui réunit les plus grands artistes de jazz, notamment de blues, de rock, pendant ces 15 jours, et que c'était un événement auquel il fallait absolument participer. Donc pour ça, il a vraiment réussi sa mission. Je pense que Montreux a un capital matériel indéniable, qui est son panorama, son lac, ses montagnes, mais il a aussi un capital immatériel très important. Parce que depuis 47 ans, il faut bien se dire que cette ville a été connue dans le monde entier pour son festival de jazz. Que tout a été enregistré, donc la mémoire, elle existe. Elle vient d'être notamment reconnue par l'UNESCO, cette année, en juin 2013, comme patrimoine de la mémoire du monde, ce qui est un programme mondial de l'UNESCO. C'est la première collection audiovisuelle qui intègre ce registre de l'UNESCO. Il y a environ 300 documents maintenant qui ont été inscrits depuis près de 20 ans. Donc je pense que ce capital immatériel, il faut le préserver, mais surtout le développer. On ne peut pas s'arrêter comme ça après 47 ans et se dire on n'a plus qu'à s'asseoir, tout va nous arriver. Il y a un capital relationnel énorme qui existe avec cette ville. Il y a un capital de mémoire, un capital de retombées médiatiques qui ont eu lieu pendant toutes ces dernières 50 années, notamment à travers les documents audiovisuels que nous avons sortis, tous les concerts de Montreux, qui ont été diffusés dans le monde entier par les télévisions, par les disques, etc. Donc ma mission maintenant est aussi de préserver et de promouvoir et de rendre accessible cette mémoire qui reste vivante à Montreux. En fait, je pense qu'il y en a plusieurs. Je viens d'expliquer ce qu'était le capital matériel de la station Montreux et son capital immatériel. Beaucoup de communes rêveraient d'avoir ce deuxième élément. Il est bien clair que pour une petite ville de 20 ou 30 000 âmes, c'est un luxe
d'avoir autant de reconnaissance, de connexion, de mémoire, faite notamment autour de la musique. Claude a su, évidemment, tout le monde dira, le premier atout, c'est le panorama. Le panorama du lac, le panorama des montagnes en face, ou derrière nous, à Caux et au-dessus. Mais toutefois, c'est comme les sites internet. On peut avoir le plus beau site internet au monde, si on ne sait pas le vendre, il va rester perdu au milieu de nulle part. Or, Claude a réussi à faire cette opération. Et voilà les deux atouts, c'est le matériel et l'immatériel que je viens de décrire. Alors ce qui manque à Montreux, je dirais, c'est un peu... On découvre deux extrêmes. Pendant le festival, il y a une énergie qui se dégage, les gens de la région et de l'international se mélangent tous pendant ces 2 semaines, et puis après, tout d'un coup, plus rien. Alors bien sûr, il y a d'autres manifestations, mais je pense qu'il manque toujours ce lieu de rencontre. Dans chaque village, normalement, on a sa place où on peut jouer à la pétanque, et puis les gens se réunissent comme ça. Mais il n'y a pas de lieu vraiment comme ça à Montreux. Je ne parle pas d'avoir un lieu pour jouer au boule, mais de lieux qui fédèrent un peu, que ce soit les jeunes, les plus anciens. Il y en a un qui fédère peut-être les rencontres internationales, c'est uniquement la statue de Freddie Mercury, qui est un lieu où les gens se mélangent et partagent une passion à l'année, celle de Queen. Alors ce qui manque aussi à Montreux, et dans un futur très proche, même je dirais dans l'immédiat, c'est très important, c'est quand même l'éclairage des quais, qui signifie quand même l'éclairage de la ville. Les quais sont la vitrine de Montreux, et je pense que cet éclairage anxiogène qu'il y a actuellement n'est pas une réussite pour cette ville. J'aimerais rajouter aussi une chose, c'est qu'on oublie toujours les très hauts de Montreux. Il y a des chemins incroyables qui parcourent les hauts de Caux, des chemins de randonnée. Il y en a plusieurs dizaines différents, avec des panoramas différents. Malheureusement, ils ont été laissés à l'abandon et ils représentent aussi parfois une dangerosité de s'y balader. Donc ça serait important aussi qu'il y ait quelque chose qui soit fait, peut-être avec des gens sans travail, qui puissent peut-être aider à remettre en état tous ces très beaux chemins de la commune du Haut de Montreux. L'avenir de Montreux, pour moi, c'est une question à 100 pages au moins. Une question très compliquée. Il faut avoir beaucoup de vision, je pense, à très long terme surtout, et puis y croire. Je pense que Claude va nous manquer en tant que créateur, en tant que rouspéteur, en tant que déménageur, en tant que penseur aussi. Donc ça va être maintenant la responsabilité de tout un chacun à Montreux de croire en sa ville et de la développer. On a des atouts, mais surtout il ne faut pas s'asseoir dessus. Ça serait tellement facile de vivre dans le petit confort et de se dire c'est pour l'éternité. Mais la mémoire collective est souvent amnésique. Donc tout d'un coup on oublie tout, on efface tout. On ne se rappelle plus de rien. On pense que tout sort du magasin Apple, la musique, qu'il n'y a personne derrière, qu'il n'y a pas d'humain, qu'il n'y a pas de... Alors, voilà, moi je ferai partie, et c'est ma mission que m'a confié Claude, je ferai partie de cette équipe de gens qui pensera à la ville de Montreux. Alors pourquoi la fondation Claude Nobs elle n'a pas été décidée par Claude non plus, c'est moi qui ai pris un peu les devants. Je pensais que c'était une nécessité, non seulement après son départ, et de pouvoir gérer de façon beaucoup plus collective ces archives, cette mémoire de Montreux, cette mémoire musicale de Montreux, puisque
depuis sa constitution, j'ai toujours quasiment travaillé seul et que j'aimerais quand même un peu plus d'aide, un peu plus d'énergie pour développer tout ça. Alors déjà 5 ans en arrière, on s'était associé avec Claude à l'EPFL de façon à préserver ces archives pour une durée à très très long terme. On parle même de 100 ans. C'était un peu le challenge, mais c'est un challenge technologique avant tout pour l'EPFL, beaucoup plus que artistique ou culturel. Le culturel va venir après cette opération technologique. Donc nous avons réuni pas mal de moyens de façon à préserver et à digitaliser surtout ces archives et aussi de les mettre en valeur. Alors pour les mettre en valeur, il faut développer pas mal d'outils autour de ces archives, outils qui vont servir à la recherche aussi. Le patrimoine audiovisuel correspondrait, je dirais, à notre époque actuelle. C'est la même chose que d'avoir construit un monument à l'époque des Grecs. Il faut préserver. Et malheureusement, l'audiovisuel s'efface très vite, beaucoup plus vite que la pierre qui est toujours là. Donc ma mission a été de préserver ces archives, de présenter ce travail à l'UNESCO de façon à avoir aussi une espèce de reconnaissance que nous avons eue et obtenue après 2 ans de travail en juin 2013. Et le PFL aimerait construire et va construire un bâtiment assez incroyable au cœur de son campus. Ça sera un espèce de picotin de 260 mètres de long, dont la moitié du bâtiment sera consacrée aux archives audiovisuelles de Montreux. Elles seront visibles quasiment dans la totalité pour tout le corps éducatif, c'est-à-dire depuis les enfants jusqu'aux chercheurs de 88 ans et plus, s'il en existe. Donc pour moi c'est déjà une opération importante, c'est de pouvoir ouvrir toute l'archive à une population dans le monde de l'éducation. C'est pour ça qu'avec Claude, on a voulu transmettre ce patrimoine pour une forme éducative auprès de l'EPFL. La Fondation Claude Noble sera aussi, je dirais, responsable de pouvoir faire des projets autour de ce capital immatériel dont je parlais tout à l'heure. Ça sera certainement par des documentaires, parce qu'il faut toujours expliquer le pourquoi de ces archives. Mais aussi d'autres opérations qui seront développées tout prochainement et certainement décrites dans les médias.